Alors, on va revenir maintenant aux interférences, puisque les interférences sont intimement liées à la diffraction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les interférences sans voir la diffraction. Et là, vous allez voir, je vais parler d'une erreur que la quasi-totalité des étudiants font en salle de TP lorsqu'ils traitent les interférences. Alors, en salle de TP, vous avez, pour les interférences, bien entendu, vous avez éclairé les deux fontes de Young par un laser. Alors, le laser, il a une largeur ici plus ou moins faible par rapport à la longueur des fontes, et donc on ne va pas voir la diffraction suivant cet axe. D'ailleurs, on ne voit pas les interférences non plus. On va s'intéresser, donc on va voir la diffraction uniquement, la diffraction et les interférences uniquement suivant l'axe des X. Alors sur un écran placé à une distance Z assez éloignée, suffisamment éloignée pour se trouver dans le champ lointain et donc dans la zone de Fraunhofer, on va calculer donc le champ sur cet axe X', dans la zone bien sûr de Fraunhofer, encore une fois, et à partir du champ, on va déterminer l'intensité, et à ce moment-là, on va interpréter le résultat obtenu. Alors, puisqu'on se trouve dans la zone de Fraunhofer, le champ, donc il est toujours donné par cette intégrale, mais on s'intéresse uniquement à l'axe X'. Ça veut dire qu'on va intégrer sur l'ouverture, mais suivant des X uniquement. Tout ce qui est Y, on va l'éliminer. L'intégration sur l'ouverture, alors l'ouverture, elle est constituée par deux fontes. Une fonte 1 et une fonte 2. Ça veut dire que cette intégrale-là va donner naissance, ou il comporte tout simplement deux intégrales. Une première intégrale sur la fonte 1 et puis une deuxième intégrale sur la fonte 2. Bon, pour voir les détails, on va voir, je vais faire ici un zoom. Voilà. Donc on a deux fontes. Chaque fonte a comme largeur petit c, donc là vous avez petit c et là vous avez petit c, et les deux fontes sont séparées par une distance petit a. Alors attention, le petit a, ce n'est pas d'ici à là, c'est du milieu au milieu. Je reviens maintenant au champ, donc on a dit c'est l'intégrale sur la fonte 1 d'une fonction, d'ailleurs c'est la même fonction ici qui se répète, mais ici on va intégrer sur la fonte numéro 1 et ici on va intégrer sur la fonte numéro 2. Donc il nous faut, c'est sur dx bien sûr, il nous faut maintenant les bornes sur x toujours, ou x', de la fonte 1 et puis de la fonte 2. Alors je commence par la fonte 1. Cette borne c'est quoi ? Eh bien, c'est moins A sur 2, d'ici à là, il y a moins A sur 2, auquel on retranche moins C sur 2, on retranche la moitié. Donc, ce point-là, cette borne, c'est moins A sur 2, moins C sur 2. Cette borne-là, eh bien, c'est celle-là, plus C, donc plus la largeur. On va obtenir moins A sur 2, plus C sur 2. On va faire la même chose pour la fonte numéro 2. Cette borne, eh bien, c'est cette distance qui est égale à A sur 2, auquel on retranche C sur 2, la moitié. Donc, c'est A sur 2 moins C sur 2. Et cette borne-là, eh bien, c'est cette borne-là auquel on ajoute le C, la largeur de la fonte. On va trouver A sur 2 plus C sur 2. Donc on va remplacer les fontes 1, fonte 2 par les bornes. Alors on remarque bien que là l'intégrand il est le même, cette fonction est la même ici que là. Et on remarque bien que même les bornes ça se ressemble. Là vous avez quelque chose moins C sur 2, la même chose plus C sur 2. Là vous avez quelque chose moins C sur 2 et là fait A sur 2 plus C sur 2. Donc ça se ressemble vachement. Alors en fait, ça ressemble à cette intégrale, avec ici B est égal B moins C sur 2 et B plus C sur 2. Avec le grand B, lorsqu'on s'intéresse à la fonte numéro 1, eh bien le grand B il est égal à moins A sur 2. Et lorsqu'on s'intéresse à la fonte numéro 2, le grand B c'est plus A sur 2.
Donc on va calculer l'intégrale une seule fois. Bon, les intégrales des exponentielles, on a fait ça plusieurs fois. J'insiste pas, j'insiste pas beaucoup. Ça va vous donner donc z sur, etc. Exponentielle jkx' grand B sur z. Et là, vous avez les bornes. Exponentielle jkx' c sur 2. Et là, vous avez moins c sur 2. Donc on remarque très bien que là, vous avez exponentielle jx moins exponentielle moins jx. Si on divise par 2j, on obtient sinus. Alors, le sinus qu'on obtient ici, si on le divise par cette valeur, kx', etc., on va trouver un sinus cardinal. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Vous allez finalement trouver que c'est 2c exponentielle jkx' b sur z et sinus cardinal en fonction de x'. Alors, le champ maintenant, on a dit, il est constitué par deux intégrales. Une première intégrale sur la fonte numéro 1 et une deuxième intégrale sur la fonte numéro 2. Sur la fonte 2. Pour la première intégrale, le b, on a dit tout à l'heure qu'elle est égale à moins a sur 2. Moins a sur 2. Le sinus cardinal il reste, et pour la deuxième intégrale, le grand B est égal à plus A sur 2. Et également, on a le même sinus cardinal. Donc, puisqu'il est le même, on peut le faire sortir à l'extérieur des crochets. On obtient donc un sinus cardinal multiplié par exponentielle J quelque chose, plus exponentielle J quelque chose. Là, c'est moins, et là, c'est plus. Donc, on reconnaît bien que ça, c'est deux fois cosinus kx' a sur 2z. Donc finalement, le champ en un point M, ça veut dire à une distance x', est égal à, il est proportionnel du moins, proportionnel à sinus cardinal en fonction de x', et cosinus, la même chose, en fonction de x'. Ce n'est pas le champ qu'on visualise sur l'écran, mais c'est plutôt l'intensité. Et on a vu 1000 fois que l'intensité est proportionnelle à tout ça au carré. Donc on va trouver une intensité qui est égale ou proportionnelle, peu importe, à sinus cardinal multiplié par cosinus au carré. Avant de tracer ça, en fonction de x', bien sûr, c'est la variable, avant de tracer le im, je préfère effectuer un petit rappel. Alors, si on vous demande de tracer a cosinus carré pi x' a sur lambda z, bon, donc une fonction sinusoïdale, si vous voulez, donc cosinus au carré. Alors là, ce qu'on fait, on trace, si a, bien sûr, c'est une constante, on trace le a, la constante, et puis on sait très bien que le cosinus carré, il varie entre 0 et 1. Ça veut dire que notre fonction varie entre 0 et a. Et là, on a des montées et des descentes entre le 0 et le grand A. Si, bien sûr, le A, c'est une constante. Alors, qu'est-ce qui se passe si notre A n'est pas une constante? C'est notre cas. Donc ça ressemble à ça, à condition que le A, ce n'est pas une constante. Elle vaut sinus cardinal, etc. Eh bien, on va suivre la même méthodologie. On va tracer le A, qui est cette fois-ci sinus cardinal, etc. On sait très bien que le sinus cardinal, il a cette forme-là. Et puis, à l'intérieur, si vous voulez, entre 0 et A, donc entre 0 et A, eh bien, il y a des descentes et des montées. Il y a le cosinus qui vibre là-dessus. Donc, on a sur cette forme-là, sur ce graphe, pardon, on a en même temps la diffraction qui est liée à ce terme-là, sinus cardinal, et puis on a les interférences qui sont liées à ce terme-là. Donc les interférences, c'est cosinus au carré, la diffraction, c'est sinus cardinal. D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil sur les interférences, chapitre des interférences, vous allez trouver qu'il varie sous cette forme. Et si vous jetez un coup d'œil sur la diffraction, pour une fente, la diffraction d'une fente, vous allez trouver ça. Comme ici, on a en même temps une fente, donc un trou bien limité dans l'espace, et puis on a en fait donc un trou bien limité donne naissance à la diffraction. Comme on a deux trous limités, eh bien ils vont donner naissance aussi
aux interférences. Donc on a en même temps les interférences et en même temps la diffraction. En TP, ben vous avez ça. Et là, on a une intensité qui est maximale au centre de l'écran, mais plus on va vers les bords de l'écran, et plus on remarque très bien que l'intensité se faiblit. Ça veut dire que c'est à cause de la diffraction, car les interférences tout seules, eh bien, on a la même intensité pour les cosinus. Donc, on devrait obtenir ici la même intensité. Or, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que on ne peut pas avoir les interférences tout seul. Ils sont toujours accompagnés par la diffraction à cause de du fait que comment il s'appelle, la fonte elle est limitée dans l'espace et donc elle va diffracter. Alors l'erreur maintenant que les étudiants font, on leur demande de déterminer l'interfrange. L'interfrange, encore une fois, c'est la distance qui sépare deux franges noires ou encore deux franges claires. Alors la quasi-totalité des étudiants, ils vont ici et ils mesurent cette distance d'ici à là. Eh bien c'est faux. C'est faux parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de déterminer cette distance. Ça, c'est pas l'interfrange. L'interfrange, c'est celle-là. Donc ils doivent mesurer cette distance. C'est cette distance qui est responsable de des interférences. Bon, bien sûr, dans la pratique, on ne prend pas que deux franges, pardon. On prend par exemple d'ici à là. On mesure à l'aide d'une règle et puis on divise par le nombre d'interfranges qui existent là-dedans. Donc là, c'est une erreur très courante en salle de TP. Pour finir, le dernier transparent de ce cours, de ce chapitre, et même de ce cours d'ailleurs, c'est le réseau. Alors le réseau, la même chose. On n'a pas une fonte, ça c'est le champ diffracté par une seule fonte, mais comme on a une fonte, eh bien il faut faire la somme. Bon, j'ai pas fait ici comment il s'appelle la démonstration, elle est sur le polycopier. Alors on va trouver, lorsque vous faites les calculs, vous allez trouver qu'il y a toujours donc une partie, un terme responsable de la diffraction et un terme responsable des interférences. Et si vous tracez ça, vous allez trouver qu'il y a des maxima et des minima, c'est les interférences, mais l'amplitude, eh bien, n'est pas constante. C'est à cause de la diffraction. D'ailleurs, c'est ça ce qu'on voit en salle de TP. On a un maximum ici d'intensité, mais plus on va vers les bords, plus on s'éloigne du centre, plus l'intensité elle diminue. Elle diminue à cause de ça, donc à cause de la diffraction.